Bienvenue sur l'Estamitech. L'Estamitech, le podcast de discussion dans la bonne humeur avec les acteurs de la tech du Nord. Je m'appelle Ludovic Bory et je vous accueille à ma table. C'est parti! Cet épisode est le premier d'une série vous présentant la vie communautaire tech lilloise. Et comment commencer autrement qu'avec le Ch'ti Jug, le Ch'ti Java User Group. C'est peut-être l'un des plus anciens meet-up de la métropole, celui qui a rassemblé le plus de monde, fait le plus grand nombre d'événements, qui survit aux modes et aux tendances du moment. Pour venir nous en parler, je reçois 3 de ses organisateurs, Julien, Thomas et Jérémy. Merci à vous d'être là, messieurs. Bienvenue, et pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Julien, peut-être? Ok, ben moi c'est Julien, bonjour à tous, je suis développeur depuis une grosse vingtaine d'années maintenant. Je démarrais en codant en Java 1.1 et en codant des applets, s'il y a des gens dans votre audience qui se souviennent de ça. Voilà, j'ai fait pas mal de code, j'ai fait pas mal de conseils, de tech leading, de management, j'ai fait des trucs assez différents, dans une carrière assez variée. Et là en ce moment mon truc c'est plutôt tout ce qui est Developer Relations et Developer Advocacy. Et sinon je suis l'un des fondateurs du Java User Group de Lille. Merci. Thomas? D'abord, merci Ludovic de créer ce podcast, de parler des communautés et de nous inviter pour le Ch'ti Jug. Donc Thomas, j'ai 45 ans si je suis à jour. Et donc histoire un peu similaire à celle de Julien, tombé dans le Java quand il était petit. Sauf que moi j'ai continué. et ouais, donc j'ai fait pas mal de services en ESN et en freelance. Ces dernières années, pas mal dans des plus petites entreprises, des startups ou des scale-up. Et voilà. En ce moment, je travaille pour Perth, où je suis... le titre officiel, c'est Head of Engineering. J'anime l'équipe de développement. Tu as quitté le monde de la prestation, donc. Exactement. Ok. Et Jérémy? Moi, c'est Jérémy Sévélec. Je vais me répéter par rapport aux autres, mais merci pour l'invitation. Je suis trop content de pouvoir parler du Ch'ti Jug et notamment de ce qui se passe sous le capot. Parce que c'est vrai qu'on a rarement l'occasion de pouvoir en parler. Sinon, pour ma part, ouais, un peu comme les deux précédents compères, un vieux développeur freelance, à la base sur du Java, un peu touche à tout, fan d'agilité, mais d'agilité pragmatique. Je vais peut-être me mettre des gens déjà à dos, mais dans les tranchées en tout cas. Et membre du Ch'ti Jug depuis pas sa création, je suis arrivé un tout petit peu après, genre un an ou deux après, j'ai pas les dates, mais depuis quand même pas mal de temps. Voilà. Ok. Et donc vous dites le Ch'ti Jug, oh là, depuis toutes ces années. Et c'est donc combien d'années? Qui a les chiffres? Ça existe depuis quand, le Ch'ti Jug? Vas-y, Julien. Ça va être moi le doyen. Donc, alors, on a organisé le premier jug en 2009, en mai 2009. Ouais. Joyeux 13, 15 ans. j'ai trouvé. Il y a 15 ans maintenant, il y a plus de 15 ans, on a passé les 15 ans, c'est vrai déjà. Est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes que vous avez reçues? Il y a 15 ans? En tout. En tout? Ça vous questionne pas des fois de vous dire, bah tiens, j'organise, je sais pas, des dizaines d'événements par an pendant 15 ans, et quand on fait la somme de tout ça, finalement, ça doit représenter une paire de monde, non? En vrai, ça doit avoir 4 chiffres. Hein. Ouais, je suis allé voir tout à l'heure, et sur le Meetup, il y a 3855 membres. Ok. Donc a priori, on peut imaginer que quasiment tout le monde s'inscrit pour venir au moins une fois. Il n'y a pas trop d'intérêt à s'inscrire sans venir. On a changé de plateforme il y a... Je sais pas combien de temps on est passé sur 2015. Meetup, mais... Ok. À ce moment-là, on avait récupéré un petit peu ce qu'on avait sur Eventbrite, le système qu'on utilisait avant. Donc je vais dire au moins 4000, je sais pas. Ok, 4000 personnes qui ont potentiellement participé à l'événement. Donc vous êtes passé à Meetup avec, parce que c'était un peu la plateforme incontournable il y a 9 ans, j'imagine, et Eventbrite, vous ramenez moins de monde. Bon, Je pense qu'il y a eu un changement aussi sur Eventbrite qui nous
qui nous a fait nous en aller. Ouais. Et puis Meetup a explosé. Ok. Et Bon, bah, on va reprendre un petit peu à la base, hein. Il y a 15 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez créé un jug? C'est quoi l'histoire du premier événement? on va laisser Alors, Julien solo là parce que. Ouais. De ma vie. En fait, donc j'ai fondé le Jug avec Cyril Lakesh, il y a une quinzaine d'années maintenant. Et donc bah voilà, ça se passe. Donc il était une fois. L'histoire commence par il était une fois. Il était une fois, ça devait être peut-être en janvier ou en février 2009, un truc comme ça. Je bossais à Paris. Donc j'étais pas mal dans le Paris Jug, en fait. J'allais assez souvent au Paris Jug, qui avait un an d'avance sur nous. Je pense que si je me souviens bien, il a dû être créé autour de 2007 ou 2008, je pense. Et donc je connaissais bien aussi Antonio. J'ai pas mal bossé avec Antonio Goncalves, qui est un des fondateurs du Paris Jug aussi. On était en mission ensemble sur un client commun. Et donc je bossais à Paris, mais j'habitais à Lille. Et donc j'ai assisté à la soirée des 1 an du Paris Jug à Paris. Et là, ils ont affiché une carte de France des jugs. Il y avait déjà pas mal de jugs en France, en fait, mais à Lille, il y avait une belle absence. Un beau trou là-haut, tout en haut, au nord. Et je me suis dit, mais merde, il y a quand même une super communauté tech à Lille. Il y a vraiment un truc à faire. Et donc, faut en faire une, quoi. Il faut y aller. Et donc, en rentrant en prenant le TGV retour, j'ai acheté en 3G. À l'époque, c'était 3G, c'était pas encore 4G. J'ai acheté par la 3G. Je suis allé acheter le domaine chtijug.org parce que je trouvais que ça sonnait bien. Après, il y avait déjà le Tour Jug, le Paris Jug, et Lille Jug, c'était un petit peu moins sympa que Chtijug. Donc, j'ai acheté le nom de domaine. Et puis, à peu près en même temps, on s'est un peu trouvé par hasard avec Cyril, qui fait aussi partie de la communauté lilloise, qui avait aussi eu la même idée à peu près en même temps. Alors on s'est trouvés, et puis on s'est associés, et on a fondé le Jug ensemble. Donc on s'est mis d'accord sur le projet, et puis on a fondé une asso, etc. Et donc Antonio m'a pas mal encouragé, aussi pas mal mentoré aussi, et beaucoup conseillé pour créer, animer un Jug, tout ça. Donc grand merci à Antonio de nous avoir aidé à nous créer. Alors, c'est une question que j'allais te poser parce que quand j'ai voulu créer le GDG il y a 10 ans en arrivant à Lille aussi, tu crées un truc qui existe déjà dans les autres villes et tu te poses des questions en disant, est-ce que je dois répondre à certaines choses? Est-ce que je dois forcément avoir une association? Est-ce que je suis même obligé de créer je sais pas, un compte à la banque? Est-ce qu'il y a une législation? Je dois avoir une assurance et ce genre de choses. Et à quel point est-ce que vous vous êtes dit: «On verra bien, on fait des événements et puis, ça se passera» ou Antonio vous a vraiment accompagné autour de tout ça? Alors, Antonio avait créé une asso, et en fait, on a repris au début de notre histoire, c'est encore le cas en fait aujourd'hui, un modèle dans lequel on voulait une gratuité, et c'est encore le cas aujourd'hui, une gratuité pour les participantes et pour les participants, mais avec du coup un besoin de financement par une autre source qui était le sponsoring. Et donc à partir de là, on a souhaité créer une association pour pouvoir gérer ces aspects financiers de façon, on va dire, clean, et peut-être un petit peu plus simple, plutôt que ça repose sur tel ou tel individu qui fasse des notes de frais à tel ou tel sponsor pour chaque session, etc. C'était un petit peu compliqué, donc on a voulu un peu, tu vois, Être capable de faire des centraliser factures, ça dans quoi. une association, et puis aussi créer une structure pour que ça nous survive, parce que, enfin voilà, même si moi je suis encore là depuis 15 ans, mais voilà, il y a eu des gens différents, organisateurs du Jug aussi. Et puis il y avait aussi un côté, il y a, je pense aussi un côté un petit peu rassurant vis-à-vis des sponsors aussi, qui est une structure derrière. Et ça, c'est un petit peu bonus. C'était surtout pour la première raison en fait qu'on a décidé de créer une association dès le départ. Vous êtes combien de membres aujourd'hui? De membres actifs? Alors aujourd'hui, on est 5 personnes au CA et au bureau. Donc 5 organisateurs actifs. Et c'est quoi, qu'est-ce qui a changé pour vous, ces dernières années en 15 ans? L'écosystème Java a changé, la façon de consommer les meet-up a changé, vous avez même dû changer de plateforme, vous avez,
changé peut-être même les sponsors, les entreprises d'il y a 15 ans sur la région lilloise n'étaient pas non plus celles d'aujourd'hui. C'était quoi le premier meet-up et c'est quoi un meet-up aujourd'hui et qu'est-ce qui est radicalement différent entre les deux pour vous? Moi, j'étais pas au premier. Jérémy, toi, t'y étais, non? Non, j'étais au deuxième. Moi aussi au deuxième, ouais. Bah, vous avez sûrement un avis sur la question. Ouais. Thomas? Pour Non, changer du premier au deuxième, je vais laisser mes collègues s'exprimer. ouais, je pense que la trame, c'est un peu la même. Principalement, on fait une conférence qui dure 1 heure, 1h30, suivie d'un moment convivial où on peut échanger, parler avec le speaker, échanger entre participants, qui est probablement la partie que je préfère. Mais le mécanisme Et global a parfois, ça pas mal... dérape. Pardon? Et Ouais, parfois, ça après, il y a dérape. les troisième mi-temps, quatrième. Mais donc, j'ai l'impression que pour les participants, il n'y a pas énormément de changements. Nous, dans les modalités d'organisation, les lieux, je sais pas combien de salles on a fait en 15 ans, mais au moins 20, je pense. Il y en avait beaucoup à Lycène à une époque? Ouais, on a fait beaucoup d'écoles. Toujours aujourd'hui, dans certaines écoles. C'est devenu un petit peu plus compliqué, avec des règles de sécurité, Vigipirate, le Covid, etc. Ça dépend beaucoup des interlocuteurs qu'on a sur place qui arrivent à arranger les choses et à passer du temps. Mais non, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une forte continuité. Et ce qui a changé à un moment donné, c'est qu'il y a eu d'autres meet-up. Et c'est devenu un peu challengeant de trouver des dates où on soit pas en conflit avec les gens en fonction des lieux, du speaker. Ça rajoutait une dimension, une autre dimension dans l'organisation. Mais en 2018-2019, il y avait des meet-up, mais tous les soirs, quoi. Ouais, c'était ouf. Juste avant le Et Covid. Et ouais, il y avait justement, c'était même trop. Est-ce que pour vous, c'était peut-être la période où moi j'avais le sentiment qu'il y avait un taux de no-show, de gens qui ne venaient pas, qui était hyper haut. Est-ce que ça a été un problème pour vous à un moment? Vous vous êtes demandé comment organiser les sessions? Nous, c'était un vrai sujet à l'époque. Bah, le no-show, c'est marrant. Les plus gros no-shows qu'on a, c'est aujourd'hui en post-Covid, en fait. Ok. Et finalement, avant, on a toujours eu du no-show, mais je dirais dans des pourcentages, alors peut-être que mes compères me corrigeront, mais 30% dans ces eaux-là. Tu vois, finalement, pour un meet-up, c'est pas beaucoup, quoi. Non, c'est 50% Ouais. la plupart des Et on est plus dans ces 50% aujourd'hui. Même, on est parfois un peu moins, souvent un peu moins, mais en tout cas, clairement, il y a plus de no-show aujourd'hui qu'il y en avait avant. Comment vous l'expliquez? je trouve qu'il y a un côté, même avant, un peu imprévisible. Météo, C'est embouteillage, tout ça? Ouais, ça, j'ai l'impression que pour certains participants, ça se joue dans la demi-heure avant de venir, quoi, tu vois. Si ton test unitaire il est rouge, bon, bah, Tant pis. il sera trop tard. Mais ou si ma Google Maps est rouge. Mais il y a, j'avais un truc en tête que j'ai oublié, je sais plus. Mais ouais, c'est la variabilité qui est un peu compliquée. Je pense que ouais, c'est ça que je voulais dire. À un moment donné, ça nous est arrivé d'avoir des contraintes de salle où je sais pas, les places partaient en quelques heures, tu sais, pour une session. Et là, c'était frustrant parce que t'avais booké, on avait surbooké, mais tout le monde n'était pas là. Il y a des gens qui auraient voulu venir, qui pouvaient pas, mais on n'a plus trop ce problème. Donc maintenant, le plus dur, c'est de gérer le buffet par rapport à ça. Et donc, on a un expert du sizing buffet. Et, c'est Gauthier. Et, Je pense qu'on peut même dire qu'il est head-off. Head of buffet, ouais. Ouais. et, et on s'en sort. Ça fait un bail qu'on n'a pas eu de problème de beaucoup trop de marchandises ou de pas assez. Donc, on deal avec ça. Et l'âge des participants, vous avez vu une évolution ou pas? Parce que, bah, mine de rien, moi aussi j'allais au JOG il y a 15 ans et bah, j'y vais toujours quand je peux. J'ai pris 15 ans et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens autour de moi,
Est-ce que ça se rajeunit? Est-ce que ça se renouvelle? Est-ce que vous en savez quelque chose? Je pense qu'on a tous des idées ou des feelings. C'est qu'en tout cas, je pense que les gens qui viennent sont... Les gens qui venaient avant et les gens qui viennent aujourd'hui sont différents. Avant, il y avait beaucoup... c'était un peu toujours les mêmes personnes qui finalement venaient juste parce qu'il y avait un jeu, peu importe le sujet, et que c'était cool de se voir et qu'il y avait un côté émulation, tiens, il y a un truc qui se crée. Aujourd'hui, enfin, c'est mon point de vue, hein. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ce noyau s'est rétréci. Malgré tout, on a encore plein de gens qui viennent et qu'on connaît très bien et qui sont quasiment des amis, quoi, ou qui sont même des amis pour certains. Et par contre, il y a beaucoup de gens qui viennent plutôt opportunistes sur le sujet. C'est vraiment le sujet va les faire venir. Et ils connaissaient pas du tout le jeu avant. Et du coup, on a des gens parfois très jeunes, des étudiants ou autres. Mais je trouve qu'il y a une mixité assez sympa dans tout ça, quoi. On a une question un peu rituelle qu'on pose au début de la session pour demander qui vient pour la première fois. Et ouais, je pense qu'en moyenne, on doit être à faire un tiers. Ouais, Donc c'est ça. il y a beaucoup de, je pense qu'il y a beaucoup de rotation. Sur l'âge, je sais pas trop. C'est compliqué de se faire une idée. Ok. C'est sûr, c'est que le noyau, les fidèles qui sont là depuis le début, ben, comme tu le dis, ils ont tous pris 15 ans. Ouais, mais Mais tu vois, quand je dis qu'on a pris 15 ans, c'est que les problématiques non plus sont pas les mêmes. On est tous parents. On n'était pas forcément parents il y a 15 ans. T'as moins tes soirées de libre. Non, mais moi, j'étais parent il y a 15 ans. la boulette. Oups. Pas forcément, pas forcément. En statistique, là, autour de la table, moi, je ne l'étais pas. Et bon, tes soirées sont peut-être différentes. Et la question que je me disais, c'est est-ce que le format Meetup, pour vous, il est toujours adapté à, à aujourd'hui, avec beaucoup de captations vidéo qu'il n'y avait pas à l'époque, une population de développeurs qui a globalement vieilli parce que c'est normal, il y a plus de devs quarantenaires qu'il y a 15 ans, et quarantenaire, peut-être qu'un cas ou quoi, et c'est cool, c'est pas grave, mais est-ce que ce format Meetup est encore un format actuel pour vous? Pourquoi est-ce que vous organisez encore un Meetup? Qu'est-ce qui vous motive? C'est une question difficile que je pose à des Ouais. Sur organisateurs. le format, je pense qu'il est clairement pas au plus mainstream. Il y a beaucoup plus de contenu disponible sur YouTube ou Twitch ou ce genre de médias. La plupart des conférences qu'on fait, allez, au moins la moitié, sont déjà dispo de manière similaire par le même orateur sur YouTube. Et je pense que les gens viennent pour avoir une proximité avec le speaker ou pour dire bon, bah, au moins je dédie ce moment-là à consommer cette information. Si je le fais sur YouTube, je vais peut-être le faire de manière interrompue ou D'une oreille, quoi. ouais. Et puis il y a le côté social. Donc je pense que maintenant c'est une offre parmi beaucoup, alors que peut-être pendant un moment c'était ça et puis Devox, quoi. Julien? Euh, Moi, je pense que c'est ce qui est vraiment une très très grande force des meet-ups, c'est la rencontre avec les personnes. Et je préfère encore plus, enfin, dire le moment qui a vraiment beaucoup beaucoup de valeur pour moi. Bon, évidemment, les talks ont beaucoup de valeur, les sessions, mais ce qui est génial, c'est le fait qu'on puisse coupler une session avec un moment d'échange à la fin. C'est là où beaucoup de choses se passent, c'est là où on a des discussions super sympas, c'est là où on entretient ou bien où on crée du lien. Tous ensemble en tant que communauté de dev lillois. Pour moi, c'est vraiment la clé du présentiel. À tel point que pendant le Covid, certains meet-up, par exemple, se sont un peu, si vous voulez, transformés en meet-up purement virtuel. Et nous, on a préféré, pendant le Covid, on a préféré se mettre en pause pour reprendre en présentiel, une fois que la situation le permettrait, en fait. Parce que dans notre ADN et dans notre philosophie, on est vraiment dans la rencontre, dans les échanges et dans la communauté, et pas uniquement le contenu, quoi.
Et dans la gestion du Donc c'est buffet. vrai que et la gestion de buffet, on a un head of buffet, donc voilà, ça c'est irremplaçable aussi. Ok, cool. Ouais. Jérémy, tu approuves? Ouais, 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 je dirais aussi qu'on s'est un peu posé les questions post-Covid en se disant réessayons comme avant, voyons si le public est là et la communauté est là. Et il se trouve que finalement, elle est moins nombreuse qu'avant, mais pour les gens qui viennent, on se dit que ça vaut toujours le coup. Et que pour les 50, entre 50 et 80 personnes qui viennent à chaque session, c'est toujours un super moment de partage, quoi. Et c'est un peu pour ça qu'on continue, en fait. Je me suis demandé si la sensation qu'il y a un peu moins de monde qu'avant, est-ce que c'était est-ce que c'était une sensation ou pas? Et parce qu'en fait, maintenant, on fait plus de sessions qu'avant avec la technologie et l'amphi est grand, alors c'est difficile. Alors je dirais plus, il est grand et espacé. Et en Ouais. fait, même quand l'amphi est plein, t'as pas une impression de masse de gens, je trouve. Tu vois? Et donc j'ai regardé là sur la session, sur la saison 2023-2024, on a fait 3 sessions à plus de 100 inscrits, 120, plus de 120 en fait, sur les 3, et une session à plus de 200 inscrits. Et alors peut-être qu'en présent avec le no-show, etc., mais et c'est toujours sur des sujets très très Java. Euh, Parce que ouais, peut-être une particularité par rapport à. Je regarde pas le programme des autres jugs, mais on parle pas que de Java, voire des fois on se dit peut-être qu'il faudrait qu'on fasse une session où on parle de Java. Mais peut-être que c'est aussi ça un des changements post-Covid, c'est que on est plus les gens qui nous suivent ou qui sont intéressés sont vraiment sur les sujets cœur du jug. Ok. Peut-être parce qu'il y a une offre à côté, vous pensez? Je sais pas. Ok. Et donc 4000 personnes, des sessions où vous arrivez facilement à toucher entre 50 et 100 personnes. À aucun moment vous vous êtes dit, bah il y a peut-être une petite place pour un Devox Lille ou un truc comme ça? Le, su- Jamais, on n'a jamais eu la discussion. On l'a jamais le eu cette sujet qui année, ouais, non, fâche. Bah, avant que DevFest existe et prenne la taille de ces dernières années, on s'était posé la question, et je crois que plusieurs fois, lors des réunions qu'on fait, on a dit quelque chose qui ressemble à tout le monde est d'accord que c'est une bonne idée, oui. Qui, qui veut s'en occuper? Grand blanc. Ouais, C'est ça. la peur de la page blanche, hein, c'est aussi la première édition, c'est trouver un lieu, c'est tout ça, quoi. Ouais, je pense qu'il y avait aussi un côté, enfin on va le redire, hein, mais on est bénévole, hein, nous, à l'asso. Je sais pas si on l'avait dit avant. Ça prend déjà un petit peu de temps, même si, comme on est 5-6 dans l'asso, on arrive un peu à faire tourner les choses et puis on est habitué, donc organiser des sessions, c'est des choses qu'on maîtrise. Néanmoins, franchir le pas de se dire on fait un gros événement une fois par an, euh, je sais pas si on aurait trouvé le temps facilement avec les boulots du moment, enfin voilà, la vie, le quotidien. C'était pas l'envie qui manquait, c'était le confronter à la réalité du quotidien aussi, je pense. Il y a peut-être aussi un côté, est-ce qu'il y a la place pour un truc à Lille, alors que il y avait des grosses confs pas loin. Ouais, Paris n'est pas loin, en l'occurrence. Paris, Anvers, et bah, la preuve que oui, hein, puisque maintenant il y a un super événement à Lille, mais j'en étais pas persuadé. En tout cas, on n'a jamais eu le déclic de dire, voilà, peut-être qu'on discutait de ça trop tôt dans les soirées pour se donner le courage d'y aller. Mais bon. Bah, en tout cas, je pense que c'est l'occasion de saluer le boulot de toute l'équipe du DevFest et donc aussi par transitivité le tien. Ouais, Euh, feu, non mais feu le très fait bon. d'avoir commencé, c'est quand même un truc. Et je trouve que c'est un superbe événement auquel on a plaisir d'aller tous les ans. Oui, mais c'est sûr que ça demande une certaine insouciance, hein, quand tu lances un événement, à dire bon, on verra bien. Insouciance, moi j'aime bien le terme que tu as choisi. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Honnêtement, il y a de ça. Moi, c'est vraiment contre ma nature. Et à l'époque, c'est Manu et Fanny, faut leur rendre ça, qui avaient cette capacité à dire bon, t'inquiète, ça va le faire.
et on va tester, on verra bien, on risque rien, on verra bien. Et il faut cette dose de courage pour lancer un événement comme ça et puis de l'énergie à revendre. Il y a une particularité, j'ai l'impression au jeu quand même, vous avez assez peu de speakers locaux. Je me fais une idée ou pas? Ah, j'aurais plutôt dit que tu te fais une idée. Du Ouais, coup, on je a suis quand allé voir même. les chiffres. Ah, Alors t'es du coup, notre est-ce que j'ai dit une bêtise, Thomas? t'es notre, Vas-y. t'es notre head of data là, non? Ouais, mais je me suis encore limité qu'à cette saison. Mais en fait, sur les 10 sessions qu'on a fait, parce que le rythme, c'est une session par mois hors juillet. Ouais, on le retient depuis octobre 2022, je crois. Après une grande pause où il y a eu une session une fois de temps en temps, euh, on le tient. Et donc il y a eu 6 sessions avec des speakers locaux sur les 10. Alors parfois, c'est, tu vois, la session d'Hubert j'ai oublié le nom de son co-speaker sur la compression web. Excuse-moi. Je la compte. Donc on a aussi fait une session euh, avec des talks courts. Et il se trouve qu'à cause de problèmes techniques, on l'a fait en 2 fois, donc ça compte pour 2. Non, mais ouais. Et j'aurais pensé que c'était un petit peu moins. Et peut-être que cette année, effectivement, euh, moins représentatif que les autres à ce niveau-là, mais on essaye de faire une balance et les sessions Quickie qu'on organise à peu près une fois par an, il y a plus de locaux aussi. Ouais, ok. Est-ce que vous l'imaginez un petit peu comme un tremplin, la session Quickie? Un tremplin pour des néo-speakers? Comment on postule à une conf chez vous? D'ailleurs, est-ce que principalement vous allez chercher les speakers? Est-ce que les speakers viennent vous voir? Ça se passe comment? Alors, il n'y a C'est absolument aucun modèle. un mix, Tous les cas sont possibles. ouais, c'est un mix d'un C'est- petit peu tout. Il n'y a pas de process hyper cadré et tout ça. On a un call for paper, un lien paper call. On a des gens qui viennent nous contacter ou on vient en chercher. Il n'y a pas vraiment de modèle Même pour, préétabli. même pour les quickies? Pour les quickies, c'est plus organisé, on met un Google Form et les gens candidatent. Et c'est là où on va... Enfin, ça ressemble peut-être à une minuscule conf où on décide du nombre de slots et les différents membres de l'équipe évaluent chaque proposition. Euh, je crois que cette fois-ci, peut-être qu'on en avait 13, 14, et on en a pris 5. Euh, mais sinon, ouais, c'est un mélange de tout ce que tu as dit. Tu vas dans une conf, tu vois un speaker que t'aimes bien, enfin dont tu as bien aimé le talk, tu lui proposes de venir. Non, Il y a non. des gens qui nous contactent. Il y a les pros, Tu l'as les dit, c'est du speakers. copinage, j'ai bien entendu. Quand tu vois quelqu'un que Bah, t'aimes bien, hop. bah si, oui, si j'aime bien son talk, ça nous est déjà arrivé. Alors, avec Jérémy, on est très potes et on se retrouve souvent dans les mêmes confs. Ça nous est arrivé de nous regarder comme ça en mode on va le voir à la fin. Mais si c'est quelqu'un qu'on connaît pas. Ça a marché avec des stars dans le passé de manière surprenante. Et il y a les speakers dont c'est le métier là, qui s'occupent des relations avec les développeurs et qui eux viennent quand on repère qu'ils ont un sujet intéressant ou quand eux nous le proposent, on, on fait appel à eux. Je pense que notre étendard c'est Tuc Duel. C'est moi le stylo, Jérémy. Et je sais pas pour combien de produits différents il est venu parler au Jug, mais c'est un running gag. Oui, il y a, Mais il y a Guillaume Laforge qui est venu, il y ouais, a Rémi Forax qui sont venus ces derniers mois. C'est pour ça que j'ai cette image quand même de speakers rodés, dont c'est le métier de hmm. l'univers Java, qui viennent assez facilement à Lille. Euh, Et j'ai l'impression que c'est assez propre au jug, ça de faire. Il n'y a aucun autre meet-up sur Lille qui fait ça, quoi. Et c'est chouette. il y a... C'est des cas différents. Je pense que Guillaume, de temps en temps, quand il a l'opportunité perso et qu'il a un sujet qui colle, il fait un peu la tournée de beaucoup de meet-up. Rémi, il en fait très peu. Euh, Lille, c'est pratique pour lui et on a cette chance. Donc,
maintenant, quand il y a une LTS de Java qui sort, on essaye de goupiller notre talk avec Rémi. Après, on a aussi on a eu la volonté de vouloir tenter des trucs qui s'écartaient un peu on va dire du corps Java, Java, Java. Et on se dit qu'en tant que développeur Java, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant, mais on a fait venir Quentin Adam pour nous parler de Mac Air avec les respirateurs open source là. On a fait venir Gravity pour nous parler d'entrepreneuriat, le scaling de start-up et tout ça. Tu vois, c'est des choses qui sont pas pure Java, mais tu te dis en tant que développeur qui a un peu vieilli, qui touche forcément un peu à tout, c'est potentiellement intéressant. Et on voyait que le public était différent et réceptif, quoi. Donc c'était intéressant. Pour les 10 ans du Jug, j'avais bien aimé parce que la nouvelle star techno, c'était Quarkus. Et on a Emmanuel Bernard, lui-même speaker très connu, qui est venu nous parler de Quarkus. Et le deuxième talk, c'était Shirley sur je crois, elle avait un talk sur l'open source dans le recrutement, où elle parlait de transparence. Et les deux combinés, c'est une des rares fois où on a fait deux gros talks comme ça. Et c'était spécial pour les 10 ans. Et je trouvais que ça nous ressemblait assez, un truc bien tech et un truc un petit peu différent. Ok, ok. Et pour la peine, on va parler un petit peu de l'écosystème Java, si vous voulez bien, parce que ça fait 15 ans que vous gravitez, vous faites du Jug donc dans le Nord, et donc ça fait encore plus d'années que vous êtes développeur Java dans le Nord aussi. Vous avez fait de la prestation, vous êtes passé par pas mal de boîtes. Moi, j'aimerais savoir à quoi ça ressemble un petit peu l'écosystème Java dans le Nord, à quoi on peut s'attendre, qu'est-ce qui a changé en 15 ans, pas mal de versions de Java, et qu'est-ce qui se passe en ce moment? Julien, peut-être? Clairement, on a beaucoup de Java dans le Nord, hein. Je fais pas mal de conseils et dev autour de ça. Donc c'est vraiment une des caractéristiques de la région. C'est-à-dire, alors, il y a du .NET, par exemple, dans le Nord, j'en ai pas beaucoup croisé. Je sais qu'il y a une grosse communauté PHP, mais j'ai pas encore repéré de gros meet-up autour, mais je sais qu'il y a beaucoup de dev PHP aussi. Il y a quand même beaucoup de Java dans le Nord. Je fais une grosse partie de ma carrière dans le retail aussi, qui est très axé Java, et donc retail plus Nord, voilà, c'est assez commun. Euh, que dire sur l'écosystème à proprement parler, comment il a évolué, j'ai pas l'impression qu'il évolue de façon différente de l'écosystème Java, un petit peu plus global, mais peut-être que mes collègues ont un point de vue un petit peu plus différent ou nuancé. Ouais, par exemple, j'ai l'impression qu'il y a eu différentes époques un petit peu où les entreprises, elles étaient full monotechno. Je sais pas si je me trompe ou pas, mais j'avais mon serveur Java et je devais tout prendre en Java avec potentiellement ma licence Oracle et tout ce qui va bien. Et puis aujourd'hui, ça m'a l'air un petit peu plus nuancé, que ça soit sur la base de données, que ça soit sur tout ce qui est techno-front. Bah, tu parlais d'Applet tout à l'heure. C'est des choses qui n'existent plus. Enfin, je crois, j'espère. Si ça existe dans votre job, bon, je sais pas. Mais, mais les jobs ont l'air un petit peu plus nuancés qu'à l'époque. Et est-ce que pour vous, les équipes, elles sont autant full Java, aussi grosses qu'il y a 15 ans ou ça ressemble à quoi une équipe maintenant chez un retailer de la région? Jérémy, peut-être? Je pense que ce qui a changé, c'est qu'avant, c'était fort monolangage, comme tu disais, et on va en mettre partout, que ce soit pour faire de la partie front ou la partie back. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus de spécialisation, où pour le front, on est plus sur du JavaScript ou du TypeScript, et on se rend compte que la partie Java, souvent, quand il y a du Java, c'est plutôt pour la partie back-end, et quand tu exposes tes API, tu le fais en Java, quoi. Euh, et tu te rends compte que finalement, et c'est ça qui aussi un peu ce qu'on essaye de faire au Stijog, c'est que on n'a pas peur de faire des talks front. Parce que finalement, aujourd'hui, un développeur, même s'il fait du Java, euh, même s'il y a des spécialisations, on est très un développeur back, c'est un développeur back, un développeur front, c'est un développeur front. Moi, je suis pas très fan de cette approche et j'aime bien justement être un peu curieux et que les gens touchent un peu à tout, quoi. Mais tu vois, je suis Ouais, arrivé à... Excuse-moi, je suis arrivé à Euratechnologie et qui est un univers bon, ben,
un peu start-up et différent, entrepreneurial. Et quand j'ai dit que j'avais un bac Java, on m'a regardé avec des gros yeux et c'était vu comme un gros mot. Et j'ai un peu l'impression que c'est moins le cas aujourd'hui. Comment vous expliquez ce truc de Java? Java, c'est chiant, tu vois. À une époque, il y avait un peu ce truc pour les petites boîtes ou les jeunes que Java, c'était le langage un petit peu pénible, un petit peu lourd. Euh, on en est où, à votre avis, de ça aujourd'hui? Je pense que ça tient pas mal aux premières années, on va dire jusqu'à peut-être 2010, je sais pas. C'est que le Java, c'était sur des serveurs d'application. T'avais ma grosse entreprise, au début souvent des boîtes banque assurance, qui achetaient un WebLogic, un WebSphere, un truc comme ça, et qui venait avec Java J2E à l'époque. et, euh, et c'était clairement pas un truc pragmatique, efficace, simple. Et, euh, et je pense que déjà ça donnait l'image que tu décris. Puis après, je- je- souvent les projets Java avaient été associés à pas mal d'over-engineering. Puisque tu étais dans un milieu où déjà le truc était compliqué, etc., bah, tu faisais l'archi du siècle qui allait avec. Puis après, le langage a peu évolué. Il Euh, a stagné combien d'années après Java 8, là? Bah déjà avant, je pense, Java 6, Java 7, au moment du rachat de Sun Oracle, c'était compliqué. Je pense qu'il y a eu presque 10 ans un peu compliqués au niveau évolution. Et c'est un truc que Et vous oui. avez ressenti avec le jog, ça? Ou pendant 10 ans, bah, bon, mais de quoi on va parler? Parce que finalement, l'écosystème ne bouge pas tant que ça. Bah en fait, l'écosystème bougeait, mais pas le langage. On a eu une période où on avait tous les langages alternatifs sur la JVM. Ah oui, Donc Groovy, Kotlin, Scala. Ceylon, Scala. Euh, et, euh, et donc on a tous, je pense, jonglé avec certains de ces langages. Euh, et un peu moins maintenant, parce que Java s'est modernisé. Et puis après, donc sont venus les. Je pense que les trucs à la Ruby on Rails ont eu une grande influence sur beaucoup de stacks applicatifs, dont Java. Et maintenant, les Quarkus, les Spring Boot t'apportent beaucoup plus de flexibilité, une développeur expérience qui a plus rien à voir avec ce qu'il y avait Avec ton il y a WebSphere 20 ans. local, ouais. Ouais. Et, L'enfer. et le quart d'heure entre le moment où tu changes ta JSP et le moment où tu vas la tester. Ouais, tout ça, je pense, a remis un petit coup de jeune. Après, il y a toujours, plus, je sais pas, un peu plus sexy, etc. Mais je pense qu'il y a aussi le côté Java. Bon, bah au moins, et c'est probablement propre à la région. Tu vas trouver des gens. Même pour une petite boîte, si tu lances ta startup, c'est pas une mauvaise idée dans l'absolu de le faire en Java quand t'es dans le Nord, parce que il y a un tel bassin de développeurs que t'es sûr que tu vas pas galérer en nombre pour recruter. Est-ce que vous Je- continuez à faire du Java tous les trois? Oui, Yes. Et tout va bien? ça va. Bon, c'est tourné. Non, c'est vrai que moi, Tu touches ce que encore j'aime à du code, Thomas? Ouais, ouais. J'ai passé mon après-midi avec Guillaume, qui est un autre membre de l'équipe, sur un truc trop pointu à mon goût. Ouais, ouais, encore, encore pour l'instant, je touche mon bureau là, au cas où. Julien, tu allais dire? Ouais, j'aime j'aime bien Java, j'aime bien son écosystème, qui est une grosse force de Java, comme tu as dit Thomas, aussi l'écosystème et la taille de la communauté. Mais c'est vrai que Java souffre voilà, comme tu disais aussi Thomas, d'une réputation quand même, d'une certaine lourdeur. Me souviens aussi, comme Thomas, on avait des cycles une boucle de feedback entre le moment où on changeait son code et le moment où on voyait le résultat. Ça pouvait être, toi, tu as eu 15 minutes, Thomas, moi j'ai eu 20-25 minutes, enfin c'était un truc de fou. Fallait changer sa JSP puis propager ça dans un fichier WAR qu'il fallait mettre dans un ER qu'il fallait redéployer dans son logique, un truc de dingue. Ça pouvait facilement, et tout redémarrer, ça pouvait facilement prendre 25 minutes.
Et en fait, aujourd'hui, cette époque est révolue, mais on a quand même une certaine réputation qui a été créée par cet âge-là, une réputation de temps de boucles de feedback super longues, de manque de productivité, de lourdeur et d'engineering qui aujourd'hui aujourd'hui c'est plus le cas. En fait, le monde Java a quand même beaucoup évolué vers l'expérience développeur, vers la performance, que ce soit la performance du point de vue du codage, du développement, vers l'outillage aussi qui est vraiment excellent et que j'aime beaucoup, mais aussi sur la perf brute et sur la scalabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la JVM, c'est quand même un très très beau morceau d'ingénierie. Aujourd'hui, du Java, tu peux le déployer comme tu veux, tu peux même faire des lignes de commande en Java. Aujourd'hui, tu as Quarkus, enfin, tu as des choses qui sont vraiment très très sympas en termes de déploiement. C'est évidemment complètement conteneurisé aussi, ça a bien pris le virage de ça. Et aujourd'hui, tu as des super briques d'infra, par exemple, comme Kafka ou Pulsar, celles que je connais, mais qui sont écrites en Java, en fait, et qui scalent très, très, très bien. Donc pour moi, Java reste encore une stack super, super actuelle, mais peut-être que Java souffre de cette réputation qu'il y avait à l'époque, il y a peut-être 10 ou 15 ans. Et aussi parce que comme Java, c'est quelque chose qui a été créé il y a un certain temps, c'est peut-être un petit peu moins hype que peut-être d'autres technologies. Et donc peut-être un petit peu moins associé à peut-être une image que aurait peut-être envie de donner une start-up. Pourquoi partir sur une technologie aussi ancienne, entre guillemets, que celle de Java, alors qu'en réalité, je pense que la techno a bien pris le virage quoi, Quand on fait des enjeux actuels. quand on fait un choix technologique, souvent on réfléchit aussi recrutement. Ouais, tout à Euh, fait. Est-ce que, moi je suis sorti d'école il y a quasi 20 ans. Euh, J'étais formé à Java en école. Est-ce que c'est encore le cas et je recrute plus de jeunes sortis d'école dans cet écosystème-là, mais vous, est-ce que vous en croisez? Est-ce qu'ils font du Java en école aujourd'hui? Oui. Oui, je pense ils font en général du Python pour commencer, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. On est à l'époque de la data, quoi. On s'attend à du Python, on s'attend à... Ouais, je pense qu'il y a aussi le côté interpréteur. Maintenant, les, les calculatrices que mes filles avaient au collège, je crois, tu peux faire du Python dessus. Le- au lycée, il y a du Python. Donc je pense que c'est vraiment le langage associé au premier pas. Pas que, hein, je vais pas être péjoratif envers le Python, mais l'accessibilité fait que c'est un truc, je pense que par lequel tu peux commencer. Mais j'ai l'impression que oui, là, moi c'est pareil, là ça fait quelques années que j'ai pas discuté avec des gens tout juste sortis d'école, mais dans les contextes avant, même des alternants avaient déjà fait au moins un petit peu de Java. Jérémy, Julien, un avis sur le recrutement? Oui, oui, enfin, je rejoins Thomas sur ça. Il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps avec Thomas, on a filé un petit coup de main à la fac sur certaines matières et leur langage principal était le Java. Euh, je pense que c'est toujours un langage qui est appris en tout cas aujourd'hui. Même si aujourd'hui, le danger c'est qu'on leur en fait voir 40 autres en même temps et qu'ils ont du mal à parfois peut-être mettre dans les bonnes cases à quoi sert quoi, qu'est-ce qu'on peut faire avec tel type de langage ou tel autre. Mais en tout cas, en termes de recrutement aujourd'hui, je pense que si tu es un développeur Java un petit peu câblé, je pense que t'as pas trop de problèmes à te faire dans le nord de la France. Oui. Je peux me tromper, mais L'écosystème a évolué, mais dans tous les langages. Aujourd'hui, on est un peu à l'apparition de... Enfin, pas l'apparition, mais on est à l'époque du traitement de la data. Est-ce que pour vous, c'est un, un tournant qu'a pris le langage aussi évident et c'est simple? Il y a plein de frameworks, même d'IA, qui sortent. On ne parle plus que Python, mais il y a, tous les langages essayent de s'y mettre. Est-ce que Java prend le bon tournant pour vous, l'écosystème? Est-ce qu'il se passe des choses? C'est quoi l'avenir pour vous du langage? Julien? Je pense qu'aujourd'hui, l'écosystème côté Java est aussi très sympa côté data et côté IA. Pour moi, il y a pas, enfin, clairement, il n'y a pas que Python, même si Python est un peu le choix le plus,
on va dire, celui auquel on pense en premier quand on fait de la data et de l'IA aujourd'hui. On a eu notamment un super talk de Guillaume Laforge qui nous a montré comment faire de l'IA en Java. On a énormément de talks à Devox qui expliquent et qui démontrent comment faire de l'IA, comment faire du GenAI, etc., comment accéder à des bases vectorielles, etc., en Java. Donc pour moi, il n'y a pas de. Pour moi, c'est ce que je dis. En fait, Java est encore complètement dans les tendances d'aujourd'hui et n'a clairement raté aucun virage technologique, quoi. Et Java est aussi très présent dans le monde de la data, que je connais un petit peu par mon taf. Il power beaucoup de stacks, comment dire, de briques techniques d'infra autour de la data. Pas toutes, mais un nombre assez conséquent. Et programmer de la data en Java, c'est aussi des choses qui se font, effectivement, ouais. Bah, écoutez, ça fait déjà 45 minutes qu'on parle. Je vous propose de vous donner la parole 1 minute si vous avez un petit remerciement à faire. C'est le moment de remercier vos sponsors pour qu'ils vous donnent plein d'argent pour plein de buffets, si vous avez envie. Thomas, tu as l'air au fait des chiffres et des... et- Ah, tu vas me prendre au dépourvu, là. C'est notre trésorier, mais... Ouais, je suis censé connaître ça, en plus. Tu es le Non, mais on a la chance, effectivement, d'être suivi par pas mal de sponsors, que ce soit sur la saison ou occasionnellement pour une session. Est-ce qu'ils vont continuer à vous suivre, les sponsors? Parce que Ouais, on peut se dire que ouais, les conférences vous font, qui naissent un petit peu dans la région, vous font peut-être concurrence. Ouais, je pense que c'est pas du tout le même budget. Pour reconnaître les deux parties du truc, le, le soutien au jug, c'est pas très très cher. Mais ouais, bah, pour être transparent, un sponsor saison, ça lui coûte 1000 euros Ok. pour être associé toute l'année à la visibilité du jug. Et pour les sponsors qui nous suivent pour une session, en fait, ils payent le buffet. Et éventuellement, les frais liés à la salle quand on en a. Donc c'est pas hors de prix. Et on a la chance d'avoir eu pendant longtemps et d'avoir toujours des sponsors très fidèles. Je vais en oublier, donc je vais faire des bêtises, mais Zenica, je sais pas depuis combien de temps ils sont partenaires, mais c'est vraiment très long. AXA, c'est très long. Probablement même plus long que Zenica. Euh, on a un nouveau sponsor cette année, je vais essayer de pas écorcher son nom. Externatique. Externatique, ouais, qui est un cabinet de recrutement. Là, c'est la première année. On a pendant les périodes un peu compliquées Covid, on en a pas cherché et on a prolongé aussi parfois quand c'était en pointillé le contrat des sponsors qu'on avait déjà. Et donc on les remercie tous ces gens qui nous ont accompagnés et qui nous accompagnent encore. C'est vraiment facilitant pour nous de pas avoir ces problèmes-là, et comme en fonction des années et des frais qu'on a, on arrive aussi parfois à aider d'autres événements. Donc ça c'est cool. Et puis IntelliJ, qui... Non mais c'est vrai, mine de rien, il y a toujours une petite licence à récupérer à un meet-up. Et Ouais. Mais ça, c'est une histoire de fou, ce partenariat avec. Quand on oublie de proposer des licences, tout ça, ils nous relancent par mail en disant hey les gars, vous avez pas consommé vos coupons et tout. mais elles C'est un expirent, truc. ouais, ouais. Ouais, Mais c'est hyper malin de leur part, quoi. Enfin, mine de rien, Eclipse a disparu en quelques années, quoi. Enfin, Ouais, bah quand Julien parlait de l'outillage tout à l'heure, c'est vrai que on a des outils dingues. Hein, ouais. Ouais, IntelliJ. Et IntelliJ qui est parti de Java et qui s'est quand même déployé Oui. un petit peu partout. Ouais. Et dans nos partenaires, il y a aussi, en fait, nous la difficulté, enfin les deux choses qu'il faut pour boucler une session, c'est un speaker et une salle. Contrairement à d'autres meet-up, d'autres jugs, je sais pas s'il y a des meet-up qui sont sédentaires à Lille,
Mais nous, on a toujours été un peu nomade. Et pendant un moment, c'était à la fois une contrainte et une force parce que ça nous est arrivé de choper des speakers internationaux, par exemple la semaine où ils allaient à Devox Belgique. Et là, il faut trouver une date et il n'y a pas le choix, quoi. Et donc, si tu as des contacts avec 4 ou 5 salles, c'est plus simple que si tu es sédentaire, qu'il y en a une. Mais par contre, d'autres fois, c'était un peu compliqué pour trouver des lieux. Et donc, maintenant, on va un petit peu plus souvent à Euratechnologie, avec lequel on a un partenariat et qu'on remercie aussi, qui nous met à disposition l'amphithéâtre. Ça, c'est hyper confort. Et ouais, donc on a vraiment de la chance avec cet écosystème. Petit sondage, vous utilisez Visual Studio ou IntelliJ? Les deux, mais pas dans le même pourcentage. Ouais, Pareil. pareil. Oui. Bien, mais VS Code, pas pas pour pour faire du la même Java. chose. Voilà. Ok, ok. Il paraît qu'il y a des gens qui codent en Java avec Visual Studio. Oui. Vous en croisez? Pas à mon boulot, non. Ouais. J'aimerais bien discuter avec eux. C'est vrai qui sont-ils? Quels sont leurs réseaux? Ouais. Très bien. Après, Pourquoi se faire du mal? Je il y a vous le vraiment sais. un attrait parce que Oracle, il y a tout un écosystème dans VS Code qui est fait par Red Hat pour Java et Oracle en fait un autre. Donc je pense qu'il y a un enjeu de dire, notamment avec tous les IDE cloud, etc., il faut que le support de VS Code il soit correct. Visiblement, oui. Et peut-être que le fait qu'IntelliJ ait 100% la main sur son IDE je sais pas, a refroidi les autres acteurs, ou que Visual Studio a peut-être l'image d'une plateforme un petit peu plus ouverte. Je ne me rends pas trop compte. Mais écoutez, je vous remercie très fort. Deux dernières questions. Alors la première, c'est une recommandation, n'importe laquelle. Et la deuxième, c'est une recommandation, mais pas n'importe laquelle. J'aimerais bien une recommandation tech culturelle, ce que vous voulez, YouTube, un truc qui vous a plu ces dernières semaines, une série que vous avez vue, que vous avez adorée, n'importe. Et la deuxième, c'est, je vais commencer à lister des estaminets pour faire une liste de recommandations d'estaminets par des techs. Et à vous l'honneur de commencer à m'en proposer. Qui veut se lancer? J'espère que vous avez réfléchi à la question. Allez, Julien. Ouais, moi, je peux juste, j'en aurais 10 000 à partager, mais je peux juste partager les deux que j'ai regardé récemment, que j'aime bien. Moi, j'aime bien la chaîne YouTube de José Pomar sur Ah ouais. Java, un petit peu plus Java, le langage, qui est, je trouve, extrêmement pédagogique. Et donc très très bien pour aussi bien pour pas exactement pour débuter sur Java quand on n'a pas écrit une seule ligne de code en Java, mais on va dire quand on a déjà un petit peu fait de Java ou quand on veut atteindre un niveau assez avancé. Je trouve que la chaîne est vraiment au top, donc merci José pour ça. Et ma deuxième reco que j'ai, c'est moi j'aime bien en ce moment il y a une newsletter et les articles de System Design Codex. Donc System Design Codex qui te donne des cas pratiques sympas pour progresser en système design, c'est-à-dire plus ou moins en architecture technique, on va dire, ou juste s'entraîner avec des études de cas qui sont assez sympas. Donc voilà. José Pomar, tu peux même partir de zéro. Il avait publié toute une série de cours pendant le Covid ou avant, même je sais plus, qui sont impressionnantes. Il écrit sur un tableau transparent devant la caméra. C'est super, c'est hyper bien monté, c'est vachement bien fait. Ouais, c'est beaucoup de boulot. Ouais, Et carrément. j'ai déjà discuté de ça avec lui et il a pas mal d'audience en Afrique. Ah ouais, mais ça Et m'étonne pas, c'est des vrais cours, ouais. pas très longs en plus. Et C'est génial. je pense que c'est vraiment un super programme. Ok, Thomas? Moi, je vais rester dans les podcasts et j'ai un podcast de référence dans l'écosystème Java, c'est les 4 codeurs. Je pense que c'est plus vieux que le Jug, ou à peu près de la même époque. Et je trouve que... Enfin, moi, j'ai toujours plaisir à écouter l'épisode quand il sort ou pas longtemps après. Il y a une époque où je les consommais forcément dans la première journée. Mais ouais, je suis un grand fan. Et un autre podcast tech que j'aime bien, c'est Messages à caractère informatique de l'équipe Clever Cloud, qui est, qui est moins vieux et qui est vraiment différent dans la tonalité, etc. Mais les deux, Qui est un podcast engagé.
Ouais, les deux se recoupent finalement assez peu au niveau des actus. Et je me sers des deux pour me nourrir. Super. Et si tu te nourris aussi dans quel restaurant? Ah oui, j'ai retrouvé Del Capelle à Locker, donc un estaminet en Flandre. Ok. Jérémy? Moi, je suis mal, je passe en dernier. Les recotech, vous me les avez toutes piquées, les gars. Euh, je vais peut-être faire un truc un peu bateau généraliste, mais simplement inscrivez-vous sur Meetup si vous êtes lillois ou autre. Et en fait, on vous propose, par rapport à votre position géographique, les Meetup du coin. Et n'hésitez pas à y aller. C'est assez rigolo. Moi, ma femme me demande toujours, c'est compliqué. Elle me dit, bah, tu vas au Stijok ce soir, ouais. Mais du coup, c'est pro, c'est perso, c'est quoi Il y a un côté, tu sais. Et je dis, bah, c'est proso. Et je trouve que ça définit un peu le truc. Oui, c'est un peu boulot, mais oui, tu vas voir des copains, oui, tu vas boire un petit coup, oui, oui, tu seras pas à la maison, donc voilà, il y a un petit côté où ça prend un peu de temps, mais je suis toujours surpris que les gens découvrent les meet-up du coin et ils disent ah mais c'est génial en fait, c'est gratuit, le contenu il est vachement bien, ah puis en plus il y a même un coup à boire, on peut discuter après. Ben ouais ouais, justement c'est le principe quoi. Et je trouve que en plus dans le Nord, l'écosystème il est vachement sain. On a même un stand communautaire à DevFest où tous les meet-up se tapent dans la main. On va même se faire une petite bouffe tous ensemble avant pour préparer le truc. C'est pas une concurrence, c'est au contraire, il y en a pour tous les goûts. Faut, faut contenter tout le monde. Et en tout cas, entre nous, organisateurs de meet-up, on se refile des tuyaux et tout. Enfin, c'est super chouette, quoi. Ok. Et donc vous allez manger Et où? alors, on va pas manger l'estaminet que je vais te recommander, mais l'estaminet que je peux te recommander, c'est le Deco Wacker, ou Deco Wacker, qui se trouve entre Armentières et Bailleul, et qui a une déco incroyable, en plus d'avoir forcément un nombre de bières incroyable, et de Ok. la, de la bouffe bien grasse aussi comme il faut. Bon, écoutez, ça fait 1 heure qu'on discute. Je vous remercie énormément. Moi, le jog, c'est toujours un plaisir. C'est comme tu dis, on retrouve les, les camarades, les copains et les amis de façon régulière. On est toujours à peu près sûr de croiser quelqu'un qu'on connaît, de croiser des speakers de qualité. Donc, on sait le travail tous les mois que ça représente. Merci à vous. Je vous encourage vraiment tous à y aller, à essayer, à prendre une soirée juste par curiosité pour voir ce que ça donne. Il y a plein de meet-up, il y en a pour tous les goûts. Euh, et puis merci aussi pour les recommandations. Vous retrouverez toutes ces recommandations en description de ce podcast. Allez-y, écoutez, nourrissez-vous des chaînes YouTube, des podcasts. Il y a vraiment beaucoup de contenu de qualité. Vous pouvez mettre ça dans les oreilles en allant bosser le matin. C'est aussi bien que les infos qui peuvent être un petit peu déprimantes de temps en temps. Profitez-en. Une bonne soirée à tous et puis on se retrouve pour un prochain épisode. À bientôt. Salut. Salut! Oui, Salut! merci beaucoup.